On va commencer par le premier volet, ou plutôt le second volet évoqué par le Premier ministre. La France fait face à deux menaces. La première est d'ordre sanitaire. On va y revenir dans un instant avec Julia Sieger. La seconde est d'ordre terroriste. Il y a ce projet de loi sur lequel planchent les deux ministres depuis des mois. Maintenant, il vient de le rappeler, Gérald Darmanin. Projet de loi antiterroriste qui était donc dévoilé en Conseil des ministres ce matin. En quoi va-t-il consister exactement, Karim ? Alors, si les deux projets de loi ont été présentés aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, évidemment. Je prendrai l'exemple de la loi sanitaire, de la sortie de loi sanitaire, pour mieux expliquer ce projet de loi antiterroriste. On voit que l'État, pendant cette pandémie, a agi par décret, a agi sans passer par le Parlement pour pouvoir avoir les mains libres et prendre des décisions très rapidement. Là, le Premier ministre nous dit qu'il faut revenir au Parlement pour légiférer, pérenniser ces mesures exceptionnelles. C'est exactement la même chose pour cette loi antiterroriste. Depuis 2015, nous subissons des attaques, le ministre de l'Intérieur le disait, d'origine endogène, une menace qui vient de l'intérieur, des personnes qui se radicalisent eux-mêmes. Là, depuis au moins 3 ou 4 attentats, on est passé sur une nouvelle phase, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas dans un réseau. Ils sont tout seuls, ce qu'on appelle la radicalisation cognitive. La radicalisation cognitive, elle se passe où? Elle se passe devant un écran, dans le secret d'un appartement, d'une chambre. L'exécutif donc a décidé de rendre pérennes des décisions qui ont été en place pour un état d'urgence sécuritaire cette fois. En d'autres termes, l'État veut donner la possibilité au Parlement de valider toutes ces mesures-là. On parle de quoi? On parle de deux choses importantes. Le suivi des personnes qui sont libérées de prison. Ça pose un problème législatif, car une personne qui a purgé sa peine, normalement, est censée être libre. Elle n'est pas censée être suivie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, les algorithmes et les métadonnées. En d'autres termes, l'État veut s'infiltrer par des petites portes dérobées, les fameuses backdoors, pour pouvoir accéder directement au contenu. Si demain, Elisabeth, vous faites une recherche sur un domaine précis qui, lui, aura été ciblé, ou en tout cas des mots-clés auraient été ciblés par les services de renseignement, eh bien, je ne sais pas, je prends Daesh, le mot Daesh. Si dans votre moteur de recherche, vous mettez 5 fois Daesh, eh bien, vous allez être inquiété. Vous allez être tout de suite surveillé. D'où l'inquiétude des associations de liberté de défense individuelle qui disent qu'il s'agit là d'une technique des filets dérivants. On prend un maximum de données et puis on les trie après. Mais pour ça, il faut d'abord avoir la capacité de les récolter, ces données, et ensuite de les traiter, ces fameuses données et métadonnées. Ce sont des milliers d'informations. Il faut des analystes, il faut des ingénieurs pour pouvoir les traiter. C'est pour ça aussi que le Premier ministre a annoncé une hausse des moyens du renseignement. Et puis une dernière chose, une critique à cette loi qui met l'accent sur la technologie et oublie l'humain. Moi, j'ai encore parlé ce matin avec des personnes qui sont en première ligne dans le renseignement. Ils nous disent rien ne vaut le terrain et l'humain. Alors ce texte, il va venir entériner et renforcer des mesures qui sont déjà expérimentées, mises en place à titre temporaire. Donc il faut pérenniser la surveillance par algorithme, dit le gouvernement aujourd'hui. C'est une technique de renseignement particulièrement critiquée. Les détracteurs disent liberticide. Le chef du gouvernement a dit, lui, tout à l'heure, un texte qui donne plus de moyens, qui sera plus efficace à terme pour lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'on a déjà un retour sur ce qui a déjà été fait? On le voit pour l'instant très peu de retours. L'exécutif dira justement il faut une loi pour pouvoir avoir des retours. Ces surveillances sur les réseaux ne fonctionnent pas. Le Premier ministre parlait de la plateforme Pharos. J'y suis allé, j'ai vu comment les enquêteurs travaillent. Ils sont 4 personnes, 4 policiers pour gérer la radicalisation sur Internet, gérer le harcèlement sur Internet. Évidemment, il y a un manque de moyens terrible, difficile à suivre, compliqué également pour pouvoir anticiper la menace qui est, elle, très difficile. Moi, les personnes avec qui je m'entretiens et qui sont dans les services de renseignement me disent qu'il faut revenir à l'échelle humaine. Là, on a pris de la hauteur pour pouvoir, en gros, surveiller beaucoup plus de personnes, des millions de personnes, alors qu'il faudrait par le terrain, me disent certains directeurs de renseignement, cibler ces personnes-là. Le râteau large ne fonctionne pas. On l'a vu dernièrement, les dernières attaques ont été menées par des hommes qui n'avaient pas de réseau, qui se sont radicalisés eux-mêmes devant Internet et qui sont passés à l'acte avec cette volonté d'eux-mêmes qu'on appelle une radicalisation cognitive, c'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes dans leur coin radicalisés et décidés de passer à l'acte. Merci beaucoup.